Ave, camarade, ici la marmotte qui lit quand elle ne dort pas. Bon, donc on va continuer la lecture de Nous en nous, d'Emmanuel Pagano, tranquillou, avec même pas détermination. Parce que en fait, la détermination c'est fatigant, la volonté c'est fatigant. Quel est le secret en fait de ceux qui élèvent des pyramides? Je vais vous le dire car je suis à l'origine de l'existence de plusieurs ouvrages monumentaux. Eh bien, il faut remplacer la volonté par l'habitude. Il faut remplacer la foi par l'entêtement. Et je ne dis même pas discipline. Hein. C'est important la discipline pour ceux qui l'ont, mais même quand on n'est pas discipliné, c'est un peu bordélique, ce qui est mon cas. Il est possible de pratiquer la technique du petit ruisseau. Et c'est ce que nous faisons donc avec cette lecture d'Emmanuel Pagano. Voilà. Alors, on en était à la page 55. Donc on continue, page 55. D'accord ? Donc je rappelle pour ceux qui débarquent, c'est un livre en fragments. Hein. Donc, et chaque fois que je fais une petite pause, c'est-à-dire que je change de fragment. Voilà, c'est une sorte de microcode de lecture plutôt que de dire nouveau fragment et tout ça, ou quelquefois je le dis quand même. Enfin bref, c'est tranquillou, c'est sur le coin de la table. Et voilà. Nous nous sommes fâchés, un peu plus qu'à l'ordinaire. Je suis sorti, je marche vite pour essayer de me calmer. Je porte une veste en velours et mes bras frottent contre ma poitrine. Le velours sur le velours, ça fait un maigre grincement comme une vibration de portable. Je crois qu'il m'appelle à chaque pas. Pas mal ça. Le nombre de gens qui partent pour, pour être rattrapés. Là, la personne dit qu'elle part, ça a l'air d'être un homme. Il dit qu'il part pour se calmer. Il se ment à lui-même. On le voit sur la fin du fragment. Il part en fait parce qu'il veut être rattrapé. Il veut qu'on le poursuive. Hein. Moi, j'ai arrêté. Avant, je rattrapais les gens. Il y a des gens qui sont des balles de Jokari, en fait. Même pas des balles de Jokari. Qui ne reviennent pas tout seuls. Comment dire? Des gens dont on voit systématiquement le dos, quoi. En permanence les rattraper, quoi. La discussion tourne rapidement autour des conditions pour que la personne concède à discuter, en fait, à rester pour parler du problème. Elle crée un autre problème qui est son départ. Donc après, il faut régler le problème du départ, et du coup, à aucun moment on ne règle le problème qui a déclenché le départ. Hein. Donc maintenant, les gens, ils partent, ils s'en vont. Au revoir. Oh. Hein, donc je vous le conseille. Si vous êtes le seul à faire le boulot, hein, eh bien, allez le faire avec quelqu'un d'autre le boulot. Il faut c'est le lâcher prise. Moi, j'appelle pas ça le lâcher prise. J'appelle ça le lâcher con ou le lâcher conne. C'est pas un concept bouddhiste, mais c'est un concept. J'appelle ça un CBA, un concept bouddhiste adapté. Ça s'appelle le lâcher con ou le lâcher conne. Bon, allez, on fait un autre fragment. Il était incapable d'avoir une histoire d'amour, de la vivre, d'y vivre, de vivre à l'intérieur d'une histoire qu'il n'aurait pas écrite. Il ne savait pas vivre, il restait à l'extérieur, il observait. Il savait si bien écrire à la vie. À nouveau cette histoire d'écriture, fait chier. Bon. Allez, on va donner sa chance au produit. Il restait à l'extérieur, il observait. Il savait si bien écrire à la vie, et moi, en lectrice un peu bête, je pensais que pour bien écrire si bien la vie, il fallait l'avoir vécue. Je lui ai dit mon admiration un soir après une lecture qu'il était venu faire dans ma ville.
Je lui ai dit qu'il écrivait merveilleusement bien la vie. Il n'a pas levé les yeux vers moi, occupé à signer l'exemplaire du livre que j'avais posé devant lui après l'avoir serré sur mon cœur. Puis il me l'a rendu, m'a souri, m'a vu. Je ne disais plus rien. Il avait mis un temps fou à écrire sa dédicace. Il a mis un temps fou à me rejoindre plus tard quand je suis allé le chercher à force de lettres, de lectures et de rencontres. J'étais toujours là où il allait, je le suivais. Il a mis un temps fou à m'aimer, ou plutôt il a mis un temps fou à faire semblant de m'aimer, parce que m'aimer, il n'a jamais su. Il ne ressentait rien. Il était maladroit, apeuré. Je crois que je l'ai juste un peu rassuré. Il m'a dit être vierge à plus de 40 ans. Je croyais le sauver de la solitude. Il me parlait de l'incommunicabilité entre l'homme et la femme, de cette impossibilité d'ouvrir par la parole, les gestes, la vie de tous les jours, la barrière que dressent les corps. Il prétendait que seule la littérature permet de franchir cette barrière. En écrivant, il pensait donner au lecteur la possibilité d'accéder à des sentiments, des sensations, des perceptions à peine formées en eux. Il m'a quitté très vite, il est retourné à ses livres, il m'a quitté pour écrire cette histoire, notre histoire, et alors seulement a-t-il confié à des journalistes. Tout ça lui est revenu, ou plutôt tout ça lui est venu, enfin, les sentiments, les sensations, les perceptions de l'amour. Mais, a-t-il précisé, juste pour les écrire, juste le temps de les écrire. Bon, j'y crois cette histoire en fait. En fait, c'était bien, un bon fragment. Parce qu'il y en a plein comme ça dans les trucs de lecture et tout ça. C'est terrible, hein, la drague dans le sub-milieu littéraire. Il y aura un reportage à faire. Les gens qui vont aux lectures, ils se font chier, ils sont tous névrosés, ils y vont en attendant un miracle qui n'a jamais eu lieu. La plupart des femmes sont soit acariâtres, soit désespérées. La plupart des hommes font toujours des enfants ou des alcooliques. Et donc, dans ces lectures en librairie, honnêtement, il y a de quoi se tirer une balle dans la bouche, en fait, rien qu'en arrivant. La plupart du temps, hein, quelquefois il y a des lectures plus sympas, plus rock'n'roll. Dès que c'est un peu rock'n'roll, ça devient le spot branché de toute la littérature. Merde, comment ça continue de fumer. De tout le milieu littéraire parisien. Voilà. Bon, voilà, il y a des... Oh mon Dieu, tu fais une lecture monte en l'air. Oh mon Dieu. Oh. Oui, parce que c'est un peu vivant, les lectures montent en l'air. À un moment, c'était la mode. Et donc, moi, j'en ai rencontré plein comme ça. J'en ai rencontré plein. Et bon, alors là, donc on a deux cas. On a deux cas de profil psychologique terribles. Donc, elle lui reproche de ne l'avoir pas aimé. Mais elle l'a pourchassé, en fait. Il ne faut jamais chasser. Si on chasse, pour peu qu'on soit un peu doué, on attrape. Mais le gibier qu'on attrape, c'est pas celui qui nécessairement qui nous était destiné, en fait. On a ce qu'on attrape en chassant, en le piégeant, cherchera toujours à s'enfuir. Donc, je veux dire, le bouc ne chasse pas la brebis, en fait. Il court un petit peu après, mais il ne la chasse pas, et elle ne se sent pas chassée, parce qu'ils sont destinés à se reproduire. Hein, et voilà. Et le renard qui chasse les poules, la poule, elle est statique, mais je ne sais pas, il faudrait prendre un autre exemple. Je ne sais pas moi, le loup, voilà, qui chasse le mouton, bah, il va avoir le mouton, mais ce ne sera pas une histoire d'amour. Hein, c'est trompé en fait. Donc on a un profil, puis en plus elle, c'est très bizarre, elle ne le connaît pas, elle a juste lu le mec, et elle l'aime déjà, elle va à toutes ses lectures et tout ça. Et donc elle s'imagine être du vrai côté, du vrai amour. Mais non, elle s'est montée la tête. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il écrit. Et putain, j'en ai marre, ça continue de fumer ce truc de merde là. Attendez. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il écrit, on n'aime pas quelqu'un pour son imaginaire. Hein, on aime quelqu'un, pourquoi on aime quelqu'un? Vaste question. Mais pour des choses microscopiques. On n'aime pas quelqu'un pour son intelligence, on n'aime pas quelqu'un pour son corps.
On n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous comprend. On aime quelqu'un parce qu'il nous attendrait, en fait. Je crois. Je sais pas. Ça des formes affirmatives, tout ce que je dis, mais je crois, en fait. C'est ce que je crois. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Pas pourquoi. Après, on peut admirer. C'est vrai que si on est attendri, et en plus on admire et tout ça, etc., ça commence à devenir grave. La situation commence à devenir grave. Mais heureusement, elle est rarissime. Donc là, on a quand même un profil. C'est-à-dire que la meuf, elle est aussi, elle, dans une forme d'inauthenticité. Un peu lyrique, un peu. Voilà. Elle est dans l'inauthenticité fantasmatique. Quant au mec, et elle a aussi un profil de sauveuse, quoi. Elle veut le sauver. Elle n'a jamais lu un seul livre de développement personnel. Elle ne sait pas qu'il faut qu'on sauve personne. On sauve personne. Et quand on tombe sur quelqu'un qu'il faut sauver, la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est se sauver. Parce que les gens qu'il faut sauver, on ne les sauve pas. Hein. Ils vous attrapent la main et puis ils vous emmènent au fond de leur... hein, c'est les sirènes. Hein. C'est... Bon, voilà, vous me croyez pas, je délivre ici mon expérience de la vie. Voilà. Chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui doit être sauvé, je vous conseille de vous sauver. Ensuite, c'est pas très chrétien, Marc. Non. Tout le monde n'a pas vocation à finir sur la croix, Marc. Oui, tu as raison. Et donc, voilà. Et en face, on a le profil de quoi? Bon, on a un profil terrible, quoi. On a un profil effrayant qui a été créé par milliers, par millions. C'est des petits garçons élevés dans les années 70, quoi, qui sont restés de petits garçons. Parce qu'on leur a régulièrement coupé les couilles. On leur a expliqué que la masculinité était toxique, que toute pénétration, même consentie, était un viol, qu'il fallait envoyer un fax avec une demande d'autorisation pour parler à une femme. Et ça finit comme ça. Donc, ils mijotent avec leurs hormones, et ils se retrouvent vierges à 40 ans. Ils écrivent des livres. C'est la vie rêvée. Ça fait des trucs, hein, en même temps. Je ne sais pas quel est cet auteur. C'est peut-être un très bon auteur. Hein. Mais personne n'a envie sa vie, ça c'est sûr. Et donc après, le coup, ouais, il vit dans... Lui aussi, il vit dans l'imaginaire, en fait. Donc, dans ses livres, il aime qu'au moment du livre, au moment du récit. Finalement, elle n'aurait pas dû être chagrinée ou surprise. Il est comme elle, en fait. Il vit l'amour sur un mode fantasmagorique. Voilà. Elle l'a extrapolé avant, et lui, il l'a extrapolé après leurs quelques parties de touche pipi. Finalement, ils s'étaient trouvés. Mais c'était deux personnes qui étaient vouées par leur nature à se perdre dès qu'ils se trouveraient. Donc, allez, on enchaîne. Pourquoi ça sonne? Ah, merde. Ah, j'ai un SMS. Et normalement, j'ai un SMS de quelqu'un qui va m'en envoyer 4 ou 5 là. On va voir. Donc, le petit bruit d'oiseau, ce sont les SMS. On va voir si c'est un SMS isolé ou plusieurs SMS à la suite. Mais non, ça c'est le deuxième. Bon, on est parti sur une longue série. C'est pas grave, j'adore. Mais bon, ça tombe mal pendant la vidéo. Je sais pas d'ailleurs si vous l'entendez le bruit, parce que j'ai la petite... Bon, allez, on continue. Je le regarde dormir. Je me sens loin de lui pendant ces nuits d'insomnie. Je le contemple, si calme, avec des draps autour. Je suis complètement seul, à côté de cet homme qui dort. Il y a toujours ce moment, un moment qu'il me semble ne jamais pouvoir atteindre, vivre, et qui pourtant est inévitable et magnifique, le moment de son réveil. Il sort du sommeil comme d'une peau. Il se tourne vers moi et se débarrasse de la vieille mue de sa nuit en me disant « Tu es réveillé ?» Hein. On a parlé déjà du sommeil. Hein. Il y a plusieurs motifs. J'avais pas repéré ça les autres fois où j'avais lu, je ne sais pas pourquoi. Il y a les entraves, il y a le sommeil,
Il y a l'écriture, quelquefois réussie, quelquefois ratée quand elle est évoquée, mais bon, en même temps, Emmanuelle Pagano, elle est écrivain, elle connaît plein d'écrivains, et donc elle connaît plein d'histoires d'amour d'écrivains. Donc, c'est normal qu'elle en rende compte. Donc, je pense que je suis injuste, c'est-à-dire que j'attribue à une sorte de second degré d'écrivain cette surreprésentation des histoires d'écriture dans ce livre, alors qu'en fait, non, c'est un effet sociologique. De toute façon, c'est très intéressant, et de toute façon, je vous lis pas ce livre parce que je le trouve mauvais. Hein. Je vous lis ce livre parce que des livres, j'en ai des milliers. Hein. Donc, Emmanuel, si tu venais à entendre mes quelques critiques, sache qu'elles sont presque là pour faire passer, d'une certaine manière, le compliment en acte et réitéré sur la longueur que constitue ma lecture publique de ton livre. Je sais que tu l'auras compris, même si nous ne le connaissons qu'à peine. Enfin, nous nous sommes à peine croisés. C'est difficile, hein, entre écrivains. Moi, je suis très, très ami avec un écrivain. On a mis, mais je sais pas, 5-6 ans avant de vraiment se... C'est compliqué hein, de s'approcher. T'approches d'abord par les livres, puis après la vraie personne. C'est très compliqué hein, de rentrer en contact avec deux personnes qui écrivent, qui rentrent en contact, très compliqué. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce sont des animaux méfiants. Pas nécessairement craintifs, mais souvent casaniers. C'est des ours, en fait. Des ours. Bon. Il m'emmenait en voiture visiter une maison à quelques kilomètres de son agence. J'avais gardé mon manteau. Nous discutions du prix, du coût estimé des travaux. Et puis soudain, il m'a coupé la parole pour me dire qu'il me connaissait, qu'il me reconnaissait, il m'avait vu dans un film de famille chez lui. Il m'a demandé si je n'avais pas un petit garçon d'une dizaine d'années qui avait partagé sa glace sur la plage du lac l'été dernier avec une petite fille du même âge, et si je n'avais pas une serviette de Calvin et Hobbes. La petite fille était la sienne, au centre de l'image, à côté de mon petit garçon tenant la glace pour elle. Et moi, en arrière-plan, je l'ai regardée, souriante, frileuse dans ma serviette de bande dessinée. Il avait filmé toute la scène, et maintenant j'étais là, toujours aussi frileuse et souriante, dans sa voiture. Elle a l'air contente, mais moi, ça me ferait flipper si j'étais une femme. Le type, il a filmé il y a un an, un truc, il a repère et tout. Ça fait un peu début de scène tragique dans un film sur les tueurs en série. Nous nous étions disputés dès la rue et encore dans la montée d'escalier. J'essayais de lui expliquer quelque chose qui n'était pas facile à dire. Il a ouvert son appartement, puis l'a refermé brutalement avant que je n'entre, me laissant sur le palier, moi et mes mots guillotinés par la porte claquée. Quel goujat! Quel trou du cul, le mec! Ouais, c'est le problème. Hein. C'est à partir du moment où on a disqualifié tout ce qui était galanterie, politesse obligée, la civilité. On obtient ça, quoi. Ah putain. J'ai mangé dans un restaurant très bon qui existe toujours, ça va chez Paul, à l'intersection de la rue de Lappe et de la rue de Charonne. Ils font un super lapin à la menthe, ils font une tentation de Saint-Antoine fameuse, et leur souris d'agneau est incroyable. Et il y avait ils ont accroché de vieilles choses, c'est genre Paris, bistrot, Paris, voilà, enfin bref, la déco. Elle est là d'ailleurs depuis, à mon avis, 50-60 ans. Et il y a accroché, c'était il y a longtemps, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je vois un diplôme de courtoisie. Alors, je m'approche, enfin je me lève, je m'approche un petit peu et je regarde. Et c'était une société de courtoisie du début du siècle, 1910, 1911. Il y avait comme ça, donc j'ai appris en France des sociétés de courtoisie qui distribuaient des diplômes en fait. Donc on se réunissait, enfin, ces gens-là se réunissaient.
J'ai failli trahir le fait que j'étais Highlander et que j'étais né en 1492, que j'étais immortel, mais ouf, je ne l'ai pas fait. Donc, les gens se réunissaient et puis ils faisaient montre comme ça d'une surenchère de courtoisie entre eux. Ils réfléchissaient, que doit-on faire dans cette situation, etc., etc. Puis après, ils se délivraient comme ça des diplômes gradés de badass courtoisie, médium courtoisie, padawan courtoisie. Et il y en avait un accroché au mur. Et c'était tellement inactuel, enfin, je veux dire. Enfin, je veux dire, on fait rire, en fait, en évoquant juste la courtoisie. Même pas l'ambition de courtoisie, mais juste le fait que ça pourrait intervenir. Même pas que ça soit une obligation. Que ça, les gens vous regardent comme une sorte de surgissement du Jurassique dans l'ultra-modernité. Et donc, elle s'est pris sa porte dans sa gueule. Elle a qu'à dire merci à Judith Butler. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit encore? Putain, Mark Moll, c'est vraiment macho. C'est vrai. Alors, elle habite juste au-dessus de chez moi, je la dérange, elle me l'a dit et redit, elle m'a laissé des mots, des petits mots, pas très gentils. Elle menace d'appeler la police. Je fais du saxo tous les jours, c'est mon métier. Je suis saxophoniste professionnel, mais j'utilise une sourdine. Je ne suis pas comme elle prétend que je suis, nuisible. Elle me parle de nuisance sonore. Moi, je lui parle de musique en sourdine. Parfois, oui, c'est vrai, parfois je l'enlève, la sourdine, pas longtemps. Je me paie ce luxe quand il fait beau, les dimanches après-midi, jamais en semaine. Et personne dans l'immeuble, personne sauf elle ne se plaint. Les autres voisins ouvrent leurs fenêtres ces jours-là, les jours sans sourdine, des jours ensoleillés où je ne fais ni gamme ni exercice répétitif, des jours où j'improvise, des jours de mini-concerts au balcon qui font plaisir à la plupart de l'entourage. Une fin d'après-midi, d'accord, ce n'était pas un dimanche, un ami voulait me montrer une phrase, un plan, 2 minutes, juste 2 minutes sans sourdine. Elle est descendue très en colère. Elle m'a dit de toute façon, même avec la sourdine, je ne la supporte pas, votre musique, je ne vous supporte pas. Le lendemain, elle m'a envoyé son copain, sans doute pour me faire peur. Comme si j'allais me battre pour de la musique, comme si la musique, ça tombait aussi bas. Elle m'a menacé, j'ai haussé les épaules. Elle veut porter plainte pour tapage diurne. Chez elle, pourtant, ce n'est pas silencieux. Son lit fait un bruit monstrueusement triste, la nuit, quand son copain vient. C'est toujours le même rythme quand il baise. Pour moi, c'est de la baise, pas de l'amour, parce que c'est toujours ce même rythme, binaire, entêté, lassé. Le rythme est le même, et le bruit aussi est le même. Même tessiture, même matière à l'écoute. C'est toujours au lit, toujours le même mouvement, la même cadence, et les mêmes râles unilatéraux, ceux du type. Mais je ne monte pas, je ne proteste pas, je ne lui laisse pas des petits mots méchants, et des fois même, je me dis que c'est bien. Je suis dans mon lit, en train de m'endormir, il baise, je pense c'est déjà ça, ce sont des êtres humains, il leur reste quelque chose, je suis content pour eux, je ne vais pas appeler la police. Il faudrait juste qu'il change un peu, qu'il module le rythme et le reste. J'aimerais aussi entendre un peu sa voix à elle, son chant. De sa voix, je ne connais que les aigus quand elle vient se plaindre. Je m'inquiète pour elle, ma voisine du dessus. Demain, dimanche de printemps, j'enlèverai ma sourdine. Elle descendra immédiatement. Je lui ouvrirai et je lui dirai que justement, je voulais la voir lui parler de rythme, de musique, de changement, de chant. Je lui proposerai de s'asseoir, de lui préparer un thé, je lui offrirai d'écouter ma musique à moi, tout en modulation. Je l'inviterai à se laisser porter par mon souffle, mon sax, ma bouche, mes lèvres, ma mélodie. Waouh! Moi, il me plaît celui-là. Il me plaît. Les autres étaient bien, il y en a que j'ai critiqué, là, un peu, 2, je crois, un peu raidement. Mais qui était bien quand même, hein, qui était bien construit. Mais là, celui-là, il me plaît, quoi. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. C'est très lié, c'est aussi lié à la façon de manger aussi. On voit quand les gens mangent un peu, ça donne une idée aussi de ce qui se passe dans, dans les chambres en fait. Quelquefois on peut se tromper, hein, mais. Alors,
Je pleurais tellement quand elle m'a quitté, je me dégoûtais, j'étais plein de glaire. Je me demandais pourquoi les larmes sont les seules sécrétions qui ne dégoûtent pas. Peut-être à cause de la transparence, mais alors la salive, la sueur. Mes pleurs étaient gorgés de morve, de bave, ébroués de hoquets et baignés de pensées absurdes, de questions bêtes. Ouais. C'est intéressant ça, cette histoire de les autres liquides du chagrin en fait. Pas les larmes, il y a des larmes dans tous les poèmes de la Terre. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, on ne parle jamais de la question du vomi. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, il m'est arrivé de vomir de chagrin. Plusieurs fois, en fait. Pas énormément de fois, mais 4-5 fois. Non? Bon, de toute façon, quand je pose des questions, personne ne répond. Mais vraiment personne. Ni pendant, ni après. Alors, je vois là 150 vues, 200 vues. La première d'Edouard, là, elle a eu 350 vues. Il n'y a jamais personne qui se sent un peu, même par pitié, quoi, comme pour donner un SDF, de me répondre à une question sur la vie, en fait. Vous êtes des chiens, vous êtes des consommateurs, bande de profiteurs. En Corse, on a un mot pour les gens comme vous. Le mec va jusqu'à... Enfin bon. Oh, le mot corse, c'est i mangioni. Les mangeurs, vous êtes des mangeurs. Je demande que des réponses sur la vie. J'ai besoin de votre aide, de vos conseils, de votre feedback humain. Non, non. C'est trop compliqué de me dire si vous est déjà arrivé de vomir par chagrin. Ça risque de mettre en jeu votre statut social. C'est vrai, un recruteur pourrait tomber sur ce commentaire et décider que, en fait, non. Non, vous n'aurez pas ce poste de PDG de la SNCF. Si ça vous est pas arrivé, vous dites non, ça n'est pas arrivé. Putain, je parle beaucoup aujourd'hui. Parce que, en fait, un des problèmes aussi de la lecture qui fait que beaucoup de gens ne lisent pas, et je les comprends, c'est la solitude. C'est un certain type d'intersubjectivité, mais elle n'est pas en temps réel. Donc là, moi, je trouve que c'est intéressant, là, ce triangle intersubjectif, mais faudrait le faire fonctionner, quoi. Faut que vous bossiez un peu, vous, là, je vous vois défiler tous, là. Non? Alors, revenue du cinéma, elle était si fatiguée qu'elle s'est couchée tout de suite, sans même prendre la peine de mettre ses affaires au sale. Je l'ai embrassée, j'ai ramassé ses fringues et j'ai vidé ses poches, amusé de son éternel mouchoir en tissu. D'habitude, son usage désuet des mouchoirs à l'ancienne m'horripile, et j'ai déplié son mouchoir encore humide, je l'ai porté à mon nez. Il était imprégné d'une forte odeur de pomme parce qu'elle avait gardé un trognon de pomme dedans tout le long du film, dans l'attente d'une poubelle. Je m'en suis mis plein les narines avant de la rejoindre et de l'enlacer en essayant de ne pas la réveiller. Son odeur à elle, l'odeur ramassée dans son cou, où j'ai doucement enfoui mon visage, a remplacé lentement celle de la pomme. Putain! Putain! Voilà, du grand Emmanuel Pagano! Voilà! Voilà pourquoi elle va avoir une statue plus tard, comme Balzac. Ami sculpteur, j'ai pas d'ami sculpteur. Il va falloir commencer à réfléchir à une statue d'Emmanuel Pagano. Là, ça me plaît, ça, ces histoires de... Ça me plaît. Il y a encore le sommeil, hein. Il y a encore le sommeil. C'est vrai que c'est tellement facile d'aimer les gens qui dorment. Et puis, bon, c'est tellement facile d'aimer les femmes qui sentent la pomme aussi. Bon, ça n'a pas réussi à tout le monde, hein. Adam a eu à en souffrir, mais là, c'est mignon, quoi. Alors, comment dire à ceux qui nous aiment tellement qu'ils ne nous aiment pas? Comment lui dire que de son amour étouffant, je n'en veux pas, que ce n'est pas de l'amour? Oh, c'est fort ça. C'est fort, c'est fort. Là c'est chaud, là c'est chaud, là ça
Là, ça ramifie, là. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'aimer trop, ce n'est pas aimer? Est-ce que pour aimer bien, il ne faut pas trop aimer? Hein? Est-ce que 5 aspirines, ce n'est plus de l'aspirine? Non, c'est toujours de l'aspirine. Mais on en meurt. Donc non, non, si, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est un amour... les amours étouffants, c'est un amour d'enfant. C'est un amour désespéré, totalitaire. C'est un amour... c'est de l'amour et c'est ressenti comme... C'est de l'amour pur, comme il y a de la cocaïne pure, quoi. Et donc, direct overdose. Mais c'est de l'amour. C'est... Eh oui. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et nous sommes tous, nous, de ce monde. Donc en fait, on ne peut pas faire intervenir des absolus dans ce monde-là, en fait. Et dès qu'on le fait, que ce soit un absolu de justice, un absolu d'amour ou un absolu de haine, n'importe quel absolu, en fait. Le reste de l'humanité et des choses s'en occupe. Hein. Ça dure pas. Hein. Il est fracassé par tout le monde s'en occupe. Quoi. C'est pas possible. Ça, ce n'est pas admis comme pouvant se perpétuer en ce monde. Voilà. C'est comme ça. Ça aussi, c'est une phrase de mon psychanalyste préféré. Nous l'appellerons Georges. Ce sera son pseudonyme, car c'est son vrai prénom. Ah, Georges, Georges, tu me manques. C'est un peu ridicule, hein, mais je me demande si de temps en temps, mon psychanalyste pense à moi. Je veux dire, j'aimerais bien qu'il m'aime un peu ou qu'il pense à moi. J'aimerais bien lui manquer de temps en temps, qu'il dise « Ah, j'aimerais bien écouter les conneries de Molk. Ça fait trop longtemps. » Est-ce que mon psychanalyste regrette le confinement? Parce qu'il me regrette, moi. Pas les autres, hein, pas ses autres patients. Eux, c'est son boulot, c'est un peu chiant, et il le fait parce que c'est un type bien, mais bon, mais par contre, moi, je sais que il attend avec impatience chaque fois de me revoir. Et là, je pense que ça doit le faire souffrir. Oh, le putain de transfert! On parlait d'absolu. Alors, nous dînons avec des amis à lui. Je le sens à la fois heureux et anxieux. Il a voulu s'occuper seul du repas. Il est affairé et malgré tout présent, volubile, souriant. Il a préparé un plat qui, selon lui, n'est pas assez salé. Moi, je sale peu, ça me va très bien ce soir. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous nous connaissons suffisamment pour savoir que l'un sale beaucoup et l'autre peu, presque pas. Il se lève pour chercher le sel. Il dit « Voilà le sel, n'hésitez pas, ça manque de sel. » Les amis en conviennent, prennent à tour de rôle la salière. Il attend son tour en parlant avec ses hôtes. Et moi, j'attends juste, comme les autres, qu'il commence à manger pour faire de même. Il attrape enfin le sel et commence à saupoudrer son assiette. La conversation est joyeuse. Soudain, il se ravise, se tourne vers moi et, sans rien me demander, comme si c'était un geste de toujours, il sale mon plat. Je proteste, peut-être un peu vivement. Il me dit « Ah oui, c'est vrai, pardon, embarrassé. » Ce petit incident, je n'arrête pas d'y penser. Pourquoi, après 2 ans, il ne sait toujours pas que je ne sale presque pas? Peut-être la nervosité et les invités, l'envie que tout se passe bien, le mélange de plaisir et de soucis. Pourquoi, lui qui ne veut pas entendre parler de vie commune, il a ce geste qui semble être une habitude, un geste très gentil, celui de se raviser pour s'occuper de l'autre avant soi? Est-ce un souvenir, celui d'une vie avec une autre? Faisait-il ça, saler son assiette, quand il était avec elle et qu'il croyait encore à la vie à deux? Je m'en veux d'avoir dit non. Je revois sa main au-dessus de mon assiette, son poignet vers moi, son attention, son intimité. Je voudrais le laisser saler tous mes plats et m'assoiffer tous les soirs avec lui pour des gestes comme ça. Ouais, putain, c'est fatigant, en fait, quand c'est beau comme ça, c'est fatigant, ça me fatigue.
Ça me fatigue. En fait, je me repose quand je parle, là. Quand je commande, je me repose, en fait. Moi, ça me fait trop d'émotions. C'est fatigant. Il faut que je... Ouais. Mais j'aime bien ceux qui croyaient encore à la vie à deux. C'est vrai que c'est une foi, on peut la perdre. C'est vrai, ça. Le sel. Le sel. Salé. Ah, il y a plein on parlait du psychanalyse. La littérature psychanalytique sur le sel, elle existe. Hein. Cette dame devrait se renseigner. Elle est si petite qu'elle m'arrive à peine à la poitrine. Quand nous faisons l'amour, elle me demande « Fais-moi grandir, déplie-moi ». Quand je veux l'embrasser, je la prends et la soulève. Elle ne pèse rien. Je lui dis « Monte ». Elle pose ses pieds menus sur les miens. Moi, jeune, j'ai connu l'inverse, en fait. Je sortais systématiquement avec des femmes plus grandes que moi. Et en fait, beaucoup plus grandes. Parce qu'en fait, je mesure 1m70, donc je ne suis pas très grand. Et j'avais compris qu'il ne servait à rien, quand on a 20 ans, après les femmes, c'est moins important, ça reste toujours important, mais il ne servait à rien d'essayer de sortir dans une soirée avec une fille d'1m75, lui le mec d'1m80. En revanche, je m'étais rendu compte que la fille d'1m85 elle était déjà sortie avec des mecs plus petits, une demi-tête de plus, une demi-tête de moins, elle s'en foutait en fait. Elle avait déjà brisé le tabou dans sa tête. Et donc en fait, quand j'arrivais dans une soirée que je voyais deux femmes qui me plaisaient, une d'un mètre 75, une d'un mètre 85, 90, ben, je rentrais en contact avec celle d'un mètre 85, 90 en fait. Et quand ça s'est fait, à chaque fois, ben, c'était génial en fait. Et moi par contre, j'avais du coup le visage au niveau des seins, ce qui était très cool, mais un peu étrange, mais voilà. Et mon psychanalyste de l'époque, qui n'est pas Georges, m'avait dit, mais vous savez, il existe des femmes de votre taille plus petites. J'avais été sidéré par cette remarque et j'étais descendu dans la rue. Après, c'était boulevard Raspail. Je m'étais rendu compte qu'il avait raison. Je m'étais dit, comme elles sont. Comme c'est rigolo, comme c'est étrange, en fait. C'est vrai que je n'y avais jamais pensé. Et je m'étais dit, je vais essayer, en fait. Même si à la base, ça n'est pas. C'est pas ma came, en fait. Et. Eh bien, la première femme plus petite que moi avec laquelle j'ai couché, puis je suis sorti, je l'ai épousée, je lui ai fait 2 enfants. Bon, aujourd'hui, c'était vraiment lecture psychanalyse quoi, psychanalyse. On est sous le coup de la psychanalyse du début à la fin. Alors, et maintenant, c'est passé ce truc-là. Maintenant, ça compte plus pour moi, cette histoire de... Pourtant, tout le monde dit que la taille, ça compte. Oh, elle est bonne cette blague, Marc. Oh là là, Marc, ça vole très très haut. Je veux dire, il va falloir blinder avec du Châteaubriand derrière pour histoire de faire une moyenne. Alors, au plus près de sa peau, un matin de caresse, j'ai vu que certains de ses grains de beauté n'étaient pas comme les autres. Ils avaient quelque chose de légèrement différent dans la couleur, la texture. Je m'en suis inquiété. Elle a cru me rassurer en me disant que c'était des faux. Ce n'étaient pas des mélanomes, c'était des tatouages. Ils s'étaient tellement aimés, cet homme et elle, avant moi, qu'ils s'étaient fait tatouer des points aux emplacements et aux dimensions des grains de beauté de l'autre. Ils avaient exactement les mêmes, aux mêmes endroits. Je me suis levé en lui disant que les grains de beauté, contrairement aux tatouages, varient avec l'âge et le climat. Certains disparaissent, beaucoup apparaissent. Ils n'avaient déjà peut-être plus les mêmes. Ça, c'est trash. Hein. Là, ce qui s'est pris dans la gueule, le mec, c'est trash. Mais bon, les tatouages en commun, c'est quand même le sommet dans un couple. Hein. Mais du coup, derrière, vaut mieux pas enchaîner sur quelqu'un d'autre. Ah, on est à 66, je vais m'arrêter, je parle trop. Ça veut dire que je lis mal. Puis on a déjà eu notre dose de kiff là. Hein. J'ai un ami, toujours, John Cornu. Je vous invite à aller voir son travail. John Cornu, C-O-R-N-U.
qui est un artiste, qui a fait des... Je ne sais pas s'il aimerait que je dise un artiste conceptuel, mais ça ne le gênerait pas. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. À un moment, il a fait il faisait des tatouages aux gens. Il leur tatouait tout le corps, mais en fait, il prenait leur grain de beauté, il les déshabillait, il repérait tout leur grain de beauté et il faisait le grain de beauté symétrique. Donc, si quelqu'un avait un grain de beauté sur l'épaule gauche ici, il faisait exactement le même, au même endroit, même taille, à droite. Et donc, il rendait tous les grains de beauté de la personne, du corps de la personne, symétriques. Et du coup, j'avais dit, ah, mais c'est génial, mais à qui tu l'as fait, etc. Et à l'époque, je ne sais pas du tout où ils en sont, il était avec Emma, sa copine. Il dit, je l'ai fait à Emma. Et là, Emma nous a montré son dos, et c'était vrai, quoi. Et en fait, c'est la seule fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir le corps entièrement tatoué, et ça ne se voyait absolument pas. Et je trouve que c'est une très belle œuvre. C'est un artiste de talent, donc j'ai collectionné suffisamment tôt pour posséder de lui une pièce qui n'existe qu'en 3 exemplaires, dont l'un fait partie de la collection Pompidou-Metz. Autant vous dire que j'ai le nez creux. Donc John Cornu, C-O-R-N-U. Et là, c'était la lecture commentée à la sauvage de Nous en nous d'Emmanuel Pagano. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de manière plus stricte, plus tranchée? On fait comme ça une sorte de petite queue de comète foireuse comme d'habitude. C'est la fin là. C'est très dur de finir. J'avais une grande discussion sur comment finir un roman, en fait. Puis j'ai lu là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que vous avez plusieurs fins. En fait. Vous avez la fin suspendue, qu'on connaît tous. Ça s'arrête, on n'avait pas compris que ça allait s'arrêter, quoi. On est censé derrière, c'est censé derrière nous laisser des choix, quoi. C'est bien. Bon, ça peut être un peu facile. Il y a la chute. Tada! Mais le problème avec la chute, c'est que, à moins qu'elle soit extraordinaire, même si elle est extraordinaire, elle est toujours cinématographique. Donc en littérature, elle est mal vue, elle est vulgaire. La chute est vulgaire en littérature. On laisse ça au best-seller, vous voyez. Une chute, ça n'existe pas dans les livres qui se vendent à moins de 1000 exemplaires. Et puis, il y a la fin mate. La fin mate, ça c'est chic. La fin mate, il y a une fin, ce n'est pas une chute, c'est pas une suspension soudaine. C'est une fin mate, comme ça, très... vous voyez, très maison de campagne. Je sais pas, dans une belle campagne, une campagne près de l'eau. Et puis le silence des protagonistes et ça s'arrête. Il n'y a pas plusieurs fins possibles, vous voyez, c'est pas une suspension, c'est rien. Voilà, l'histoire s'arrête comme une balle s'arrête de rouler par sa propre inertie. Ça c'est chic. Ça peut être publié dans des maisons chics. Hein. Maisons, attention. Et enfin bref. Et donc, pour les vidéos, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Les vidéos, c'est plus proche du cinéma. Donc là, il faudrait que je fasse une chute. Une vraie chute. Bon, j'ai trouvé. J'ai fait une chute de briquet.